Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Zoom sur le métier de porcher, une activité qui nourrit bien son homme. Une autre activité qui se porte bien au Cameroun, la culture du piment. À cause de sa grande consommation, c'est devenu une denrée qui rassure de grands bénéfices. Perte post-récolte, un fléau pour les paysans. À suivre dans ce journal, les enjeux de ce phénomène et surtout les moyens et méthodes pour le contourner. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de regarder le journal d'AgriTV. Désignant par le passé celui qui gardait les cochons, le mot porcher renvoie aujourd'hui à l'exploitant d'une porcherie. Il faut le dire, par le passé, le métier était connu à cause du travail qu'il demandait. Mais aujourd'hui, ce métier est très couru à cause de ses rentabilités financières. Eric Nga nous présente l'activité. De chaque matin, j'entre dans le bâtiment, je réveille d'abord tous les porcs. Je réveille d'abord tout le bâtiment, je contrôle s'il y a les cas de maladie. Et après, s'il y a les cas de maladie, on crée. Et après ça, j'essaie de mettre la propreté qui est l'essentiel dans une ferme. Bon, après cela, je les abreuve. Après avoir fini de les abreuver, je peux les nourrir. S'il parle avec tant d'amour et de passion, c'est que le jeune Noël Talla adore son boulot, un vrai métier à ses yeux. Son métier, c'est porcher. Porcher, avez-vous dit? Mais c'est quoi ce métier de porcher? Qu'est-ce qu'il fait concrètement, le porcher? Le porcher est un salarié agricole spécialisé dans l'élevage porcin. Il peut encore être appelé agent en production porcine ou encore agent ou technicien d'élevage porcin. En tant qu'agent d'élevage porcin, il a des tâches bien particulières, à savoir qu'il s'occupe essentiellement de l'alimentation des animaux, distribue des rations, lave les truies et les porcs et procède au raclage et au nettoyage des locaux. Il peut aussi, de façon spécifique ou secondaire, effectuer les activités de reproduction et de naissance, c'est-à-dire qu'il détecte les truies en chaleur et passe le verra ou mâle pour confirmer ses observations. Une tâche fastidieuse au quotidien qui nécessite un savoir-faire pour ce qui est par exemple de la gestation et de la mise bas. Nous sommes devant le bâtiment de la vélaterie gestante. C'est là que les truies restent. C'est là qu'il y a aussi les verras. Quand on dit vélaterie gestante, les truies sont groupées là. Les truies sont groupées là, les truies qui sont pleines et les truies qui sont vides. Les truies vides, c'est-à-dire les truies qui ne sont pas encore saillies, en attente saillie. Quand ils sont prêts, donc quand elles sont derrière la chaleur, on les fait saillir et on les fait saillir et on les fait monter dans l'autre bâtiment qui est derrière vous. On les fait entrer là à une semaine de la mise à bas. C'est ça, donc la vélaterie gestante actuelle. Un métier passionnant, exercé par des personnes passionnées. Il ne reste plus qu'à susciter des vocations au sein de notre jeunesse. Autre activité qui prend de l'ampleur au Cameroun, la culture du piment. Nous parlons bien entendu du fruit. Il faut le dire, elle se répand de plus en plus chez les Camerounais. Ce produit, d'un grand intérêt pour ses qualités gustatives, l'est aussi à cause de ses rentrées pécuniaires. Il faut le dire, ceux qui s'engagent dans sa production ou sa vente ont flairé le bon filon, comme nous le démontre William Bangonier. Difficile pour une ménagère de remplir son panier en oubliant du piment. Le piment, cet ingrédient accessoire deviendrait davantage un condiment dont il serait difficile de se passer. Au regard de l'importance accordée à ce produit, le piment aujourd'hui est devenu une affaire de tous, de sa production à sa consommation, en passant par sa commercialisation. Une affaire de tous, même pour ceux qui, comme Simon, avec des diplômes universitaires en poche, a orienté son choix dans la filière agriculture, dont la seule unité de valeur ici est le piment. Étudiant en master, droit privé fondamental. Le piment, quand il commence à produire, ça, la cueillette, c'est chaque semaine. Chaque semaine. Pendant que les tiges sont bien nourries, la production, elle est croissante. Alors que la tomate, après peut-être 3-4 récoltes, le champ finit. Or, si vous prenez l'exemple de ce champ, comme il a commencé à produire là, c'est jusqu'en décembre
chaque semaine, je récolte. C'est pour ça que j'ai préféré choisir le piment. Les motivations du choix porté sur la culture du piment peuvent être plurielles. En effet, contrairement au cacao, où la récolte se fait après 3 ans environ, au manioc, dont les premières récoltes arrivent seulement après 1 an et demi, avec le piment, il s'écoule juste 3 mois environ entre la mise en terre et la récolte des premiers fruits. Et encore, l'espérance de vie d'un plant de piment est de 2 à 3 ans, même si ce n'est qu'après 1 an qu'on obtient la production maximale. Si la production du piment, du point de vue de sa rentabilité quasi immédiate, serait loin de dissuader les volontaires, pour une production abondante, il est important de respecter les étapes de la culture de cette plante. C'est toujours par le défrichage. Dès qu'on a défriché, en ce qui concerne le piment, on nettoie la parcelle défrichée. Dès qu'on a nettoyé, on se rassure qu'on a comment je vais le dire, on a la semence. La semence, je ne suis pas allé peut-être au Minadel pour avoir la semence. Ça veut dire je l'ai pris là chez des frères, j'ai mis dans le sac. Je l'ai fait écraser, et j'ai déposé 4 jours. Ça fait que les pépins que j'ai retirés de là, j'ai biné une partie du sol pour faire le germoir. Quand j'ai mis dans le germoir, je commence à l'entretenir, c'est-à-dire j'arrose matin et soir, tous les jours j'arrose. Je traite avec les insecticides, le fongicide et je mets également des engrais foliaires. Maintenant, c'est après 1 mois et demi que le germoir est véritablement cultivable. Dès qu'il est cultivable, je commence donc à retirer les plants du germoir pour les repiquer. Et l'espace entre 2 plants, c'est généralement 1 mètre. Lorsque ceci est respecté, il ne reste plus qu'à assurer un suivi quotidien du domaine et la récolte sera faite en quantité et en qualité. Si la qualité est importante, la plus-value, elle, se détermine d'après la quantité. Et pas besoin d'avoir Bac+5 comme Simon pour évaluer les gains considérables de sa production. En 1 semaine, je récolte environ 5 à 6 filets la semaine. Et là, quand vous arrivez au marché, que le filet est à 50 000, un filet, pour vous imaginer. Si le piment est rentable, c'est tout simplement parce qu'il est consommé à toutes les sauces. D'ailleurs, les pimenteries en pleine expansion dans le paysage social sont loin de la reconversion. Si reconversion il y en a, c'est plutôt dans la profession dite de vendeuse de piment qui sans aucun doute s'avère porteuse. En 2011, l'Afrique enregistrait 2,7 milliards d'euros de pertes post-récolte de céréales, un chiffre énorme pour un continent qui n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces pertes surviennent avant les procédés de traitement et de transformation, entre 10 et 20% d'après le système d'information africain en charge de ce phénomène. Les enjeux de la situation vous sont présentés dans ce document. L'enjeu n'est pas nouveau. En 2011, la FAO et la Banque mondiale tiraient déjà la sonnette d'alarme. Dans un rapport intitulé « Aliments perdus », le cas des pertes de grains post-récolte en Afrique subsaharienne, ils informaient le monde. Les institutions internationales estimaient alors à environ 4 milliards de dollars par an les pertes après récolte en Afrique subsaharienne. Or, la sous-directrice générale de la FAO de l'époque considérait que ces denrées alimentaires pourraient combler les besoins minimums annuels d'au moins 48 millions de personnes. Les pertes alimentaires post-récolte ont attiré une attention importante au cours des années 70 et 80. Malheureusement, la prise de conscience s'est affaiblie avec le temps. Alors que de nombreux pays africains souffrent encore de la faim et que le continent importe chaque année pour près de 35 milliards de dollars de denrées alimentaires, régler le problème des pertes post-récolte doit être une priorité pour les gouvernements et les producteurs. Le défi est ardu, tant les pertes alimentaires ainsi que les gaspillages s'étalent tout au long de la chaîne des valeurs. Les pertes se déroulent aussi bien lors d'activités techniques comme la récolte, le stockage et autres procédés alimentaires que lors des activités commerciales, transport et distribution. Dans une étude récente, la Banque mondiale et la FAO
concluait que sur l'ensemble du continent, les pertes après récolte de graines, de céréales, de racines et de tubercules, de fruits et légumes, de viande et de lait et de poissons se chiffraient à 48 milliards de dollars par an. Il faut tout de même relever l'aspect mondial du problème. En effet, à l'échelle de la planète, les pertes post-récolte pourraient nourrir 2,5 milliards de personnes, selon Mamadou Biteye, directeur général de la Fondation Rockefeller Afrique. Les installations de stockage post-récolte ainsi que les méthodes de traitement inefficaces entraînent une perte d'environ 30 à 40% de chaque récolte. De ce fait, un des points les plus importants ici est la question des stockages post-récolte. De plus, ce problème ne concerne pas uniquement les grandes entreprises agroalimentaires, mais également les petits producteurs pour qui les pertes post-récolte peuvent représenter jusqu'à 15% des revenus. On estime donc que d'ici à 2050, la population mondiale atteindra 9 milliards de personnes. Selon les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la demande en nourriture en 2050 sera supérieure de 60% à celle de 2012. Une fois encore, l'innovation et les solutions techniques ont un rôle clé à jouer pour réduire ces pertes post-récolte. Néanmoins, une augmentation de la production ne sera pas suffisante pour répondre à la demande croissante des pays en développement pour les denrées de base telles que le millet et le riz. C'est également le cas pour les aliments transformés, désirés par un nombre croissant de consommateurs de la classe moyenne. Pour résoudre ce problème, il faudra nécessairement réduire la quantité de nourriture perdue lors des trajets entre exploitation agricole et le consommateur final. Les pertes post-récolte se définissent donc comme les produits agricoles perdus à n'importe quelle étape du processus, qui va bien évidemment de la récolte à la commercialisation, en passant par le stockage, le séchage, la transformation, l'emballage et le transport. Au vu de cet important manque à gagner, il est important de trouver des solutions pour le contrecarrer et AgriTV a trouvé pour vous quelques solutions. Il est important de mettre au point des technologies et techniques pour la réduction des pertes alimentaires. Dans cette optique, la conservation optimale et la transformation des denrées se posent comme les premières réponses. Il existe des conteneurs de stockage tels que des sacs scellés hermétiquement et des silos métalliques. Un certain nombre de ces technologies ont fait leurs preuves en Asie. Cependant, des recherches et des essais sont nécessaires pour s'assurer que les solutions sont adaptées aux conditions locales en Afrique. Ces technologies et ces pratiques doivent répondre aux besoins des communautés locales, besoins qui diffèrent largement en fonction non seulement du type de culture, mais aussi des caractéristiques du sol et de la disponibilité en eau, tout comme du climat. D'après le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, une approche globale du problème permet de ressortir 3 niveaux de solutions pour réduire les pertes post-récolte. Le premier concerne les innovations et solutions techniques ayant une action directe sur la réduction des pertes. Il est ici question de vulgariser l'usage des conteneurs et autres emballages réformables, tout en renforçant la gestion des stocks. Dans ce sillage, un jeune entrepreneur togolais, Wesley Fiokulu Mesang Kuduso, a récemment créé un kit numérique permettant de conserver les récoltes agricoles dans des conditions optimales. Le dispositif appelé Meshoto, soit surveillant en langophone, permet de contrôler la température ainsi que l'humidité du lieu de stockage, ceci grâce à plusieurs fonctions de conservation. Tout cela peut être suivi depuis un smartphone. Doter les paysans de moyens de transformation sur place de leur production permettra aussi de limiter les pertes dues au pourrissement. Au second niveau de solution, il faudrait multiplier les mesures qui contribuent à créer un cadre favorable à la réduction des pertes. Il faudrait par exemple mieux expliquer les concepts de date limite de consommation et date limite d'utilisation optimale. En effet, la date limite de consommation concerne les denrées très périssables comme les œufs, la viande, le poisson et autres. Au-delà de cette limite, le produit ne peut plus être consommé car il pourrait provoquer une intoxication alimentaire. Cependant, la date limite d'utilisation optimale n'indique pas que le produit n'est plus bon à consommer. Mais au-delà de la limite, certaines qualités telles que la saveur ou l'odeur peuvent être altérées. A priori, le produit ne présente pas de danger pour la santé, il est encore consommable. Cette différence pourrait par exemple encourager les dons au lieu de la mise à la poubelle. Le troisième niveau de solution convoque la mise en œuvre d'une approche multidisciplinaire. Il faudrait alors réunir les spécialistes de l'alimentation,
et les ingénieurs alimentaires, en collaboration avec les acteurs de l'industrie agricole et les cultivateurs eux-mêmes, afin de trouver des solutions durables. À coup sûr, une meilleure conservation des récoltes va améliorer la sécurité alimentaire des personnes dans le monde. Également, cela va augmenter les revenus des agriculteurs et permettra d'accomplir un pas de géant vers la préservation des ressources naturelles de la planète. En ces temps modernes où la culture intensive instaure l'usage de différents produits de toutes sortes, le label bio fait courir. Seulement, pendant qu'il s'enracine progressivement dans les mentalités et les habitudes, une question gênante reste quand même. Le bio est-il réellement aussi sain qu'on le prétend? Garantit-il véritablement un bon niveau de vie, une meilleure qualité de vie? Eric Nga tente de répondre à la question dans ce reportage. Produire bio, consommer bio. Voilà le leitmotiv de l'agriculture biologique, elle qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse, utilisés notamment par l'agriculture intensive, les organismes génétiquement modifiés par transgénèse et la conservation des cultures par irradiation. Mais, à y regarder de près, peut-on essentiellement produire bio? En d'autres termes, le bio est-il vraiment bio? Ne serait-ce pas de fausses promesses ou simplement un argument marketing? Le marché du bio est un marché en expansion. C'est clair, c'est net. Et depuis le Grenelle de l'environnement, ça s'est encore amplifié. Moi, j'ai voulu savoir pourquoi les gens achètent du bio. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 causes principales. La première, c'est que les gens sont persuadés que c'est meilleur pour leur santé. La deuxième raison, c'est que les gens sont persuadés que c'est meilleur pour l'environnement. Et la troisième raison, c'est que les gens pensent que c'est un acte civique, un acte citoyen qui permet d'aider le petit agriculteur qui aujourd'hui est en difficulté, contrairement aux multinationales qui font beaucoup d'argent avec l'agroalimentaire et qui produisent de la nourriture qui n'est pas toujours de qualité. Donc je me suis interrogé sur ces 3 questions. Est-ce que finalement le bio, c'est meilleur pour la santé? Si ce n'est pas le cas, d'où vient cette idée? Deuxième question, est-ce que c'est vraiment meilleur pour l'environnement? Est-ce que c'est le top du top de l'agriculture aujourd'hui? Ou bien il y a d'autres manières de faire de l'agriculture conventionnelle qui est aussi bien que le bio, voire mieux? Et troisièmement, est-ce que vraiment, quand on achète des produits bio, on achète vraiment des produits de petits producteurs qu'on soutient? Ou bien n'y a-t-il pas déjà un big business du bio? Mes réponses, sans aucune ambiguïté, c'est que non, le bio, c'est pas nécessairement meilleur pour la santé, c'est pas nécessairement meilleur pour l'environnement. Et quand on achète des produits bio, on n'achète pas toujours des produits qui proviennent du petit agriculteur perdu au fin fond de l'Aveyron. Ça, c'est la grande idée du bio, c'est que avec l'agriculture biologique, il n'y a pas de pesticides. C'est faux. L'agriculture biologique utilise une quantité beaucoup moins importante que l'agriculture conventionnelle de produits phytosanitaires, de pesticides, mais certains de ces produits sont dangereux pour la santé, comme la roténone. D'autres produits sont dangereux pour l'environnement, comme le cuivre. D'ailleurs, certains de ces produits vont être soit retirés du marché bientôt, comme c'est le cas de la roténone, ce qui pose des problèmes pour l'agriculture biologique, et comme le cuivre, par exemple, l'usage du cuivre va être diminué, et ça va aussi poser des problèmes pour l'agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique va devoir trouver d'autres solutions, et je pense que les solutions seront agronomiques, mais seront aussi à trouver dans les sciences de la vie. Les sciences de la vie, ça s'appelle les biotechnologies. D'ailleurs, comment en est-on arrivé au bio? L'agriculture biologique, l'histoire de l'agriculture biologique ne date pas du Grenelle de l'environnement. Ça fait presque un siècle qu'il y a des gens qui défendent l'agriculture biologique. Rudolf Steiner dans les années 20 et dans les années 30, en France, il a existé tout un mouvement en défense de l'alimentation naturelle qui s'inscrivait dans une tradition très terrienne, paysanne, proche de la terre, qui a donné un certain nombre d'excès un petit peu plus tard. Dans les années 50 et 60, ce mouvement a été repris, il s'appelait alors la défense de l'agriculture biologique, il a été repris également en réaction avec le mouvement de modernité que la France vivait après la Deuxième Guerre mondiale, et il a été porté essentiellement par des mouvements plutôt proches de Pierre Poujade, donc du poujadisme, la défense du petit intérêt face au grand, au méchant et à la modernisation. Et c'est seulement dans les années 80 que ce mouvement, qui était donc porté par les défenseurs de la terre qui ne ment pas, sont passés chez une certaine forme de gauche très radicale. Et quelle place
pour le bio aujourd'hui? De remettre l'église au centre du village. Ça veut dire le bio, très bien, pas de problème, il y a des produits de qualité bio. Ceci dit, ce n'est ni la panacée, ni une alternative à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture biologique a sa place, comme toute autre forme d'agriculture, elle n'est ni plus ni moins qu'une forme d'agriculture qui peut promouvoir de la qualité ou bien des produits un peu exceptionnels. En aucun cas, c'est une alternative à l'agriculture conventionnelle. De quoi faire retomber l'engouement des consommateurs des produits dits bio. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal réalisé avec l'aide de toute la rédaction d'Agri TV. Bonne suite des programmes. Rendez-vous demain à la même heure.